Bonjour à tous, moi je suis Marjolaine Bouquet et donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit Rex sur ma vie de développeuse et sur comment assez tard dans ma carrière j'ai changé de stack technique, comment j'ai fait, mes craintes. Et je vais essayer de vous montrer que en tant que développeur, en tant que dev, on a tous les outils pour y arriver. Donc une petite présentation rapide. Moi je suis développeuse depuis plus de 20 ans. J'ai fait des études en informatique à la fin des années 90. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'ai eu mon diplôme au début des années 2000 et j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2002. Et donc en Delphi. Donc je suis un peu un dinosaure. Donc je suis pas assez vieille pour avoir connu ça. Mais je suis quand même assez vieille pour avoir connu ça. Et donc aujourd'hui, je suis développeuse senior. Donc plutôt Delphi C#. Donc je vais faire un petit rappel sur le Delphi parce que c'est un peu un langage de niche et je pense que tout le monde ici connaît pas. Donc je vous ai mis le CD d'install de l'époque, pour le côté vintage. Donc Delphi, c'est un langage qui a été créé en 95, donc un an après Python. Donc la première version est sortie en 95. Donc à l'origine pour faire des applications de bureau sous Windows, parce qu'à l'époque on faisait assez peu de web, essentiellement pour des questions de performance. Et c'est un langage objet, donc Pascal objet très exactement. Et donc c'est un langage qui avait été conçu pour créer rapidement des applications, et notamment créer rapidement des IHM avec toute une palette de composants graphiques prédéfinis. Donc pour les développeurs .NET, ça ressemble un peu au framework Windows Form. Et donc c'est un langage qui a 30 ans maintenant, et qui a bien évolué, puisqu'aujourd'hui on peut faire du web, du multiplateforme, du mobile, plein de choses, avec Delphi. Donc ça, c'est pour le côté vintage aussi, c'est l'IDE, le premier IDE de Delphi, donc en 95. Donc un petit rappel sur le client lourd, parce que c'est vrai qu'on en fait beaucoup moins aujourd'hui qu'à l'époque. Donc le client lourd, c'est simplement une application de bureau qui s'exécute qui est installée sur un poste local et qui s'exécute principalement en local sur la machine cliente. Donc par exemple, Word et Excel sont des clients lourds. La plupart de vos IDE aussi sont des clients lourds en fait, par exemple Visual Studio. Les gestionnaires de bases de données aussi souvent sont des clients lourds comme SQL Server Management Studio ou PGAdmin. Voilà, donc des petits rappels simplement parce que je vais vous parler beaucoup de Delphi et de clients lourds. Donc comment moi j'en suis arrivée à apprendre le C#. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé ma carrière en 2002 sur du Delphi. Et ensuite j'ai changé d'entreprise plusieurs fois, mais toujours sur du Delphi. Donc en changeant de version, mais toujours du Delphi. Donc j'étais bien partie pour peut-être être experte Delphi et faire ça toute ma vie. Mais en 2015, pardon, donc j'ai commencé à apprendre le C# parce que je suis arrivée dans une nouvelle entreprise, donc un gros éditeur de logiciels lyonnais, qui avait un soft historique en Delphi, mais dont tous les nouveaux développements étaient faits en C#, et y compris les IHM qui étaient faites donc avec le framework Windows Form. Donc quand il a fallu que je fasse soit des nouvelles features ou que je corrige des bugs sur des choses un peu récentes, il a bien fallu que je me mette au C#. Donc ça c'est les IDE, donc ça c'est un... J'ai pas trouvé Visual Studio 2012, donc ça c'est Visual Studio 2019 je crois. Et donc, pardon, excusez-moi, je sais plus où j'en suis. Donc oui, ça faisait 13 ans que je faisais du Delphi, donc c'était ma zone de confort un peu. Et donc il a fallu, voilà, au début j'ai un peu paniqué, mais je me suis assez vite rendu compte qu'en fait j'allais y arriver. Alors comment j'ai fait? Donc pour vous illustrer les similitudes et les différences entre les deux langages, je vous ai fait une petite application console pour implémenter Fizzbuzz. Donc il n'y a même pas d'objet là. Donc en C# à gauche, j'espère que vous voyez un peu sur le noir, et en Delphi à droite. Donc là, même si vous êtes dev ni Delphi ni C#, si vous êtes dev, je pense que vous comprenez le code. C'est du code assez simple. Donc on a quand même des différences de syntaxe dont je reparlerai tout à l'heure. Donc pour apprendre le C# à ce moment-là de ma carrière, j'ai quand même eu des éléments facilitateurs. Donc déjà, j'avais donc fait des études en informatique. J'avais plutôt des bonnes bases. Donc j'avais fait une maîtrise image où j'avais appris pas mal de langages, les bases de pas mal de langages, de la programmation fonctionnelle, de la programmation objet, de la programmation logique, de l'assembleur, du C, du Pascal, etc. Donc j'avais notamment fait du C et du C++,
Donc C# ayant la même syntaxe, j'étais pas totalement perdue, puisque C# vient du C. J'avais fait aussi, donc ça faisait 13 ans que je faisais du Delphi, Delphi étant un langage objet, donc j'avais 13 ans d'XP en PO, donc là-dessus j'étais pas non plus totalement perdue. Et puis, comme on a vu sur le code que je vous ai montré tout à l'heure, sur du code simple, on a quand même des similitudes entre pas mal de langages. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, j'ai vu un talk à Mixit d'une développeuse qui s'appelle Laurine Lenette, qui faisait un live coding en Java. Moi, j'avais pas fait de Java depuis mes études, et pourtant, je comprenais ce qu'elle était en train de faire. Donc, quand on a de bonnes bases, on peut lire un code existant. Ça ne veut pas dire que demain, je peux faire du code complexe en Java, mais au moins, je peux comprendre du code existant, ce qui est quand même déjà un bon début. Donc ça, c'est des similitudes entre pas mal de langages. Mais entre Delphi et C#, il y a une similitude, il y a une parenté encore plus approfondie, puisqu'ils ont un parent commun. C'est des langages qui sont un peu cousins. Donc ce monsieur, je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est Anders Elsberg, c'est difficile à prononcer. C'est un développeur danois qui est né en 1960, si ma mémoire est bonne, et qui est en fait le créateur de Turbo Pascal. Donc Turbo Pascal, pour les plus anciens ici, je pense que vous en souvenez, c'était très utilisé comme langage pédagogique dans les années 90. Et donc c'est ce monsieur qui a créé le Turbo Pascal, et c'est Turbo Pascal qui a donné l'essence à Delphi derrière. Et donc quand Borland à l'époque a racheté Turbo Pascal, donc Anders Elsberg est devenu chef de projet du projet de création de Delphi. Donc ça c'était dans les années 90. Et à la fin des années 90, il a été débauché par Microsoft. Et donc il a travaillé un tout petit peu sur J++, mais surtout il est devenu chef de projet de la création de C#, puisque C# est sorti en 2002. Donc et quand on connaît les deux langages, ça se voit en fait. Ces deux langages qui ont vraiment évolué de manière un peu conjointe. Donc voilà, on pourrait peut-être faire une généalogie des langages. Pour la petite histoire, aujourd'hui, Anders Elsberg est toujours chef de projet sur C#, mais il est également architecte et co-designer sur TypeScript, pour la petite histoire. Voilà. Donc, ça, c'était les éléments facilitateurs. Alors, il y a quand même eu quelques petites difficultés, et notamment la prise en main d'un nouvel IDE, d'un nouvel environnement, puisque donc ça faisait 13 ans que je travaillais en Delphi. L'IDE avait un peu évolué, mais je le maîtrisais bien, je connaissais les raccourcis clavier par cœur, la complétion de code, etc. Et là, il fallait que j'apprenne un nouvel IDE, donc Visual Studio, qui n'est pas forcément plus compliqué, mais les raccourcis, par exemple, ne sont pas forcément les mêmes. Donc on peut avoir des petits trucs rigolos. Donc ça, c'est Rad Studio, donc, qui est l'IDE de Delphi, X3, donc c'était celui que j'utilisais à l'époque en 2015. Et ça, c'est Visual Studio 2019. J'ai pas trouvé de screenshot de Visual Studio 2012 ou 2015 que j'utilisais, je me souviens plus. Donc c'est des IDE qui sont pas forcément très différents, mais qui ont des raccourcis différents. Et donc par exemple, on se retrouve à faire des trucs rigolos. Sur Rad Studio, pour exécuter son code, il faut faire F9. Sur Visual Studio, il faut faire F5. Et quand on passe d'un IDE à l'autre, ce que j'ai fait pendant 3 ans après, des fois on a des réflexes. Voilà. Quand ça fait 13 ans qu'on fait F9 pour exécuter son code, voilà. Et alors F9 en Visual Studio, vous le saurez maintenant, ça met un point d'arrêt. Donc ça fait pas du tout ce que l'on veut faire. Et ce qui est très drôle, c'est que F5 dans Rad Studio, ça met un point d'arrêt aussi. Donc je sais pas, ils auraient pu se mettre d'accord, mais... Et donc ça c'est un exemple, mais il y a tout ce qui est pas approfondi et tout. Vraiment, les raccourcis sont pas du tout les mêmes. Donc quand on navigue d'un IDE à l'autre, ça peut faire un peu des nœuds au cerveau de temps en temps. Donc voilà, ça c'était une petite difficulté. L'autre difficulté, c'est les différences de syntaxe. Donc je vous remets le code que je vous avais mis tout à l'heure. Donc on voit qu'en Delphi, pour assigner une variable, on fait 2 points égales, alors qu'en C#, c'est égal tout court. Et par contre, sur la comparaison, en Delphi, c'est égal. En C#, c'est égal, égal. Après, bon, voilà, on a des différences, modulo s'écrit pas pareil, etc. Donc, alors on a de la chance, on est sur des langages compilés, donc quand on écrit des bêtises, le compilateur a tendance à vous le dire assez vite. Mais c'est pareil, quand on jongle d'un langage à l'autre, ça fait des trucs rigolos, et des fois le compilateur, il en a un peu marre. J'ai pas vraiment de solution là-dessus, très honnêtement. Au bout d'un moment, quand même, le cerveau s'habitue. On écrit de moins en moins de bêtises. Mais quand ça fait 15 jours qu'on est sur C# et qu'on passe sur Delphi, clairement, on refait, voilà. C'est le temps que le cerveau se réhabitue. Alors, avec tout ça, je ne vous ai pas du tout expliqué quelles ressources j'avais utilisées pour apprendre le C#. Excusez-moi.
Donc là, je vais vous faire un petit retour en arrière, puisqu'en fait, en 2002, j'avais déjà dû apprendre un nouveau langage, donc le Delphi, puisque quand j'ai commencé dans ma première entreprise, je ne connaissais pas le Delphi, j'avais pas fait de Delphi pendant mes études, j'avais fait du Pascal, j'avais fait de l'objet, j'avais pas fait de Delphi. Donc il a fallu déjà en 2002 que j'apprenne un nouveau langage. Alors à l'époque, il y avait pas, enfin il y avait Internet, mais enfin c'était les débuts de l'Internet grand public, et il n'y avait surtout pas grand-chose sur Internet. Donc à l'époque, il fallait apprendre les langages dans les livres. Des livres qui pouvaient ressembler à ça. Donc les livres c'est bien, hein, je ne dis pas que qu'il faut arrêter de lire des livres, mais pour apprendre un langage, c'est quand même beaucoup moins rapide que sur Internet avec une documentation en ligne, etc. Donc je vous ai fait un petit comparatif de l'évolution des sources d'information, puisque du coup, j'ai eu le problème à 2 époques différentes, en 2002 et en 2015. Donc en 2002, quand j'ai dû apprendre le Delphi, donc il y avait très peu de ressources sur Internet, donc il fallait apprendre dans des livres, ce qui pouvait être un peu fastidieux. Bon, il y avait quand même les collègues seniors déjà à l'époque qui mentoraient un peu, qui pouvaient donner un coup de main. Donc la lecture du code existant pour comprendre la syntaxe, comprendre comment c'est structuré, etc. Donc ça, c'est les 2 choses qui sont valables à n'importe quelle époque. Et sur Internet, on avait quand même un petit peu commencé à avoir un peu de ressources. Il faut savoir que, par exemple, Stack Overflow n'existait pas en 2002, ça n'existe que depuis 2008. Donc en 2002, on avait des forums, des débuts de forums, et on avait surtout quelque chose qui s'appelait les newsgroups, que les plus jeunes ici n'ont jamais connu, je pense, et les plus vieux se souviennent. Et alors les newsgroups, c'était des sortes de forums qui étaient hébergés surtout par Usenet, mais qui, par exemple, pour Delphi, Borland, donc, qui était l'éditeur de Delphi, en hébergeait certains sur leur serveur, ce qui leur permettait d'avoir la main sur la modération et d'apporter des réponses quand on se posait des questions sur des bugs, sur des features du langage, etc., ou de l'IDE, ce qui permettait d'avoir des réponses quand même qui étaient assez fiables, puisque ça venait directement de l'éditeur de Delphi. Et puis il y avait des forums d'utilisateurs qui étaient... qui commençait donc on commençait à avoir une espèce d'entraide, et notamment la communauté, il y avait une grosse communauté francophone sur Delphi à l'époque. Et donc les newsgroups, ça fonctionnait un petit peu comme les flux RSS, c'est-à-dire que les clients mail de l'époque permettaient de rapatrier les messages sur lesquels qu'on avait tagués ou qu'on avait créé les réponses, parce qu'à l'époque on n'avait pas d'internet illimité non plus. Donc c'était pas il y a pas si longtemps. Et donc voilà, ça permettait quand même d'avoir une communauté déjà, et puis des réponses à des questions que d'autres, enfin des problèmes que d'autres avaient pu rencontrer, pardon. Donc ça c'était en 2002. Et donc ah oui, et j'allais oublier. Et en 2002, on avait aussi donc l'aide contextuelle, puisqu'on n'avait pas de wiki sur Internet. Alors l'aide contextuelle, c'était une aide qui était installée au moment quand on installait l'IDE. Il y avait beaucoup de logiciels à l'époque qui avaient ça. Donc c'était, alors après ça dépendait comment c'était fait, mais celle de Delphi était plutôt complète. Donc ça marchait comme aujourd'hui, hein, on faisait F1 sur un composant, ça ouvrait l'aide. Puis après il y avait des menus, il y avait déjà des liens hypertextes, etc. Donc c'était assez bien fait. Mais c'était pas mis à jour puisque c'était installé au moment où on installait l'IDE. Et ça pouvait des fois ne pas être assez succinct. Donc ça ressemblait à ça. Donc ça paraît aujourd'hui un peu barbare, mais c'est quand même assez utile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aide de Delphi, elle existe toujours, mais elle va sur le wiki d'Embarcadero, qui est l'éditeur aujourd'hui, et elle est mise à jour en temps réel, donc voilà, ça a quand même pas mal évolué. Et donc en 2015, quand j'ai appris le C#, donc il y avait Internet, il y avait toujours les collègues et la lecture du code, donc ça n'a pas changé. Et donc sur Internet, il y avait Stack Overflow, Google, les forums, voilà. Bon. Et c'était quand même plus, voilà. Il y avait plus d'informations que 13 ans avant, quoi. Et puis la doc en ligne donc de Microsoft, qui était déjà assez bien faite donc en 2015, et aussi mise à jour régulièrement, plus complète que l'aide qu'on pouvait trouver en local. Donc entre les deux époques, mon apprentissage du C# a été plus rapide parce que j'avais un peu plus d'expérience, mais surtout parce que l'accès à l'information était beaucoup plus rapide. Et je pense que peut-être aujourd'hui ce sera encore mieux parce qu'il y a l'IA. Ça, je ne me prononcerai pas sur le sujet. Mais voilà. Donc j'avais appris le C#, et j'ai continué à l'apprendre, je vous expliquerai un peu après. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pu apporter à mes équipes .NET, donc en tant que développeuse Delphi? Donc il y a quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé,
c'était la problématique de la gestion de la mémoire. Donc en Delphi, qui est un langage relativement ancien, on doit toujours penser, quand on crée un objet complexe ou un composant graphique, on doit toujours penser à gérer la mémoire. Donc si on crée un objet, on doit penser à le libérer à la fin. Sinon, on a des fuites mémoire, tout simplement. Alors qu'en C#, il y a quand même le garbage collector qui fait ça la plupart du temps pour nous, donc on a quand même beaucoup moins besoin d'y penser. Et en fait, moi, le fait d'avoir eu dans le coin de ma tête pendant plus de 10 ans toujours cette attention à la mémoire, parce qu'évidemment, on a quand même des logiciels où on a des fuites mémoire, donc on apprend assez vite à faire gaffe. Et donc, moi, ça m'a aidé sur des projets en C#, notamment un projet sur lequel j'ai travaillé assez récemment, où on avait un module qui récupérait plein de documents et qui les concaténait dans un PDF, donc en utilisant des streams, des file streams, des memory streams. Et il y avait une fuite mémoire, enfin quand il y a beaucoup de documents, l'utilisation de la mémoire explosait, on arrivait des fois à 4 gigas de mémoire, c'était un truc... Et en fait, assez simplement, c'était juste parce que les streams n'étaient pas tous correctement fermés à la fin de l'utilisation. Et le fait d'avoir travaillé pendant longtemps en Delphi, ça m'a aidé à trouver assez rapidement d'où venait le problème. Donc ça, c'est un apport auquel j'aurais pas forcément pensé, mais quand même, ça m'a aidé en C#. Et donc voilà, j'étais en mode inspecteur gadget. Donc depuis, ça fait 10 ans donc, que j'ai commencé à apprendre le C#. Depuis, qu'est-ce que j'ai fait? Donc comme je vous disais, déjà pendant 3 ans, j'ai vraiment travaillé sur un projet où il y avait les deux, donc j'ai vraiment jonglé entre les deux langages pendant 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé sur des projets qui étaient en full Delphi, d'autres en full C#, d'autres moitié-moitié, je vous passe les détails. Et dans ces projets C#, il y en a un qui m'a vraiment aidé à continuer à m'améliorer, parce que jusqu'à maintenant, j'avais quand même fait du code assez simple, des fonctions synchrones, du code assez basique. Mais en 2019, j'ai travaillé sur un projet, toujours en client lourd, sur un framework WPF, le framework WPF, donc il y a un autre framework qui permet de faire du client lourd, en tout cas de faire des interfaces, mais qui est assez différent de WinForm et donc assez différent de Delphi. Donc, et c'est surtout un projet qui avait été mis en place par deux crafters lyonnais, donc une base de travail assez confortable. Et donc sur ce projet, donc c'était en 2019, j'ai vraiment, je me suis vraiment améliorée, enfin j'ai vraiment progressé en C#, et notamment j'ai appris des concepts qui existent aussi en Delphi pour la plupart, mais que je n'avais pas forcément eu l'occasion d'utiliser parce que j'ai quand même travaillé beaucoup sur du code legacy. Donc j'ai appris par exemple la programmation asynchrone, alors qui existe en Delphi depuis très longtemps, mais qui est beaucoup moins simple à mettre en place qu'en C#. Parce qu'en C#, j'ai vulgarisé, mais en C#, on déclare une fonction async et on attend le résultat, et voilà. Je caricature, mais c'est à peu près ça, c'est quand même très intuitif de faire de l'asynchrone en C#. En Delphi, pour faire la même chose, il faut écrire 20 lignes, il faut faire des threads, etc. Donc c'est beaucoup moins simple. Donc voilà. J'ai aussi appris les types génériques, les types anonymes, les injections de dépendance, donc qui existent en Delphi, mais que j'avais jamais eu l'occasion d'utiliser à l'époque. Donc sur ce projet, vraiment, j'ai progressé dans ma pratique du C#. Et alors depuis 2024, j'ai encore évolué, puisque après plus de 20 ans à faire du client lourd, je fais du développement web. Donc j'avais fait un peu de web dans ma carrière, mais vraiment de façon anecdotique, un peu de PHP il y a 15 ans, un peu d'ASP.NET, mais vraiment c'était vraiment anecdotique. Et depuis 2024, je fais du web en .NET. Donc j'ai fait par exemple mon premier contrôleur en C# il y a moins d'1 an. Je fais des API, du web. Alors je suis quand même essentiellement du back. D'ailleurs, vous pouvez voir que je ne suis pas très créative parce que mes PowerPoint sont assez basiques par rapport à ce qu'on a vu avant. Oui, c'est ça. C'est un choix. Donc voilà. Donc j'ai évolué sur le développement web, donc c'est encore une autre étape de ma carrière. Voilà, de la même façon que j'ai changé de langage, voilà, là j'ai changé un peu de... Le web et le client lourd, c'est quand même assez différent. Mais c'est une étape qu'on peut donner à sa carrière. On peut passer du client lourd au web, du web au mobile, etc. Donc voilà. Excusez-moi, hein, je suis perdue. Voilà. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, je me considère donc comme développeuse Delphi C#. Je ne me considère pas comme experte C# parce que clairement, je suis une newbie en développement web.
J'ai encore plein de choses à apprendre et tant mieux. Donc aujourd'hui, depuis plus d'1 an, je fais que du C#, mais ma carrière est loin d'être finie, donc ça peut encore changer. Donc on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça? Simplement pour vous dire, on a tous en main, en tant que développeur, les outils pour, si on veut, changer de langage. Ne vous auto-censurez pas. C'est déjà assez compliqué, on a déjà assez de barrières. Notamment les recruteurs peuvent être assez frileux, les entreprises d'ailleurs, assez frileux quand on parle de changer de langage. Donc moi, mon expérience, c'était de passer de Delphi à C#. Mais par exemple, Sylvain, qui est parmi nous, a fait 3 épisodes de son podcast où il nous expliquait son expérience, où lui, il est passé de .NET à Java, si je ne dis pas de bêtises. Et notamment, son dernier épisode avec Shirley Al-Mosnichi est très intéressant, puisqu'elle est recruteuse. Et donc, les recruteurs ont quand même tendance à nous mettre dans des cases. Donc, si vous avez envie de changer de langage, ne vous censurez pas, allez-y. Et foncez, voilà. Hop. Merci de m'avoir écouté, je vous ai mis les...